Mesdames, Messieurs, chers amis, s'il vous plaît, prenez place. Bonjour et merci de votre présence à cette énième rencontre de Soleria. Je ne compte plus, je ne sais plus. Et ça reste le premier 2019. Oui, mais en tout cas, je vous souhaite une bonne année 2019. C'est notre première rencontre. Il y en aura une le 24 février autour des problèmes liés à la reconstruction en Syrie. Et puis une rencontre fin mars sur le Hezbollah, à partir d'une étude qui vient d'être publiée, traduite de l'anglais en français, et en présence de l'auteur. Et puis on verra plus tard. Pour aujourd'hui, j'ai invité Basma Kodmani, que vous connaissez tous, qui est la directrice de l'initiative de réforme arabe, qui a travaillé longtemps avant dans différents instituts de recherche, dont le Collège de France, le CERI, Sciences Po, le CNRS, et pour répondre à la question qui nous est posée souvent ces derniers temps sur ce qui se passe exactement en Syrie aujourd'hui, notamment dans le nord syrien, aussi bien à l'ouest qu'à l'est de l'Euphrate. Tout le monde s'est posé cette question, notamment après l'annonce par Trump du retrait des troupes américaines et du grand débat qu'il y a eu autour de cela. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'adviendrait-il du PID, des zones autonomes, de la zone autonome kurde, etc. Et aussi, en même temps, de la prise d'Idlib, de la domination sans partage du front al-Nusra. Donc, on est dans une situation d'une sorte de foire d'empoigne à laquelle toutes les puissances internationales sont engagées, dans lesquelles les puissances internationales et les puissances régionales que sont l'Iran, la Turquie et Israël. Donc, je vais donner à Basma la parole pour une demi-heure, 40 minutes si tu veux, pour essayer de dresser un tableau de la situation sur le terrain. Ensuite, je vous donne la parole dans la salle pour un débat avec elle, des courtes interventions ou des questions sur les différents aspects qu'elle aura traités. Après ça, il y a, je crois, un buffet, un verre de l'amitié, comme d'habitude, auquel vous êtes confiés. Voilà, à toi. Merci. Merci, je suis très contente d'être là. Je ne viens pas aussi souvent que j'aimerais. Et je revois beaucoup d'amis. C'est l'occasion d'échanger un peu sur la Syrie et de vous revoir tous. Merci d'être là. Je ne ferai sûrement pas un tableau assez complet. Il y aura bien des failles dans ce que je présenterai. Mais après tout, je vais présenter ce qui me paraît être important. Je me positionne toujours non seulement en analyste, mais également, il faut l'analyse avant toute chose, mais également en que faire. C'est avec la question que nous devons nous poser en tant que Syriens, en tant que conscience qui reste mobilisée sur la question syrienne. Que peut-on faire encore? Et c'est là-dessus que je vais essayer de passer les 40 minutes. Je vais grignoter sur les 40 minutes et pas beaucoup plus. Je voudrais vraiment vous entendre et vous avez sûrement énormément de choses, d'informations. Je vois beaucoup dans la salle parmi vous ont des informations bien plus détaillées sur certaines questions, mais peut-être essayer de donner une cohérence d'ensemble
à où nous en sommes et ensuite ce que nous pouvons faire, ce que nous devons contester, ce que nous devons essayer de pousser, etc. C'est une approche qui sera volontairement politique au sens de l'analyse et politique au sens de, dans le champ politique, qu'est-il encore possible de faire au niveau syrien et au niveau international. Je parlerai peu de l'opposition en tant que telle, sinon pour vous dire qu'elle joue un rôle réduit. Mais à travers ce que je dirai, je pense que vous comprendrez aussi où en est l'opposition. L'opposition politique, on s'entend, car de l'opposition au régime, ça, il en est peut-être de l'ensemble de la société syrienne. Nous le savons, malgré tout ce qu'on essaye de nous dire et de nous faire croire. Alors, je dirais, il y a dans la phase qui a suivi toutes les batailles, et on peut difficilement appeler cela des batailles, toutes les attaques massives contre les différentes zones de Syrie, jusqu'à amener la capitulation des groupes armés, la capitulation de la population par conséquent, le balayement de toutes les institutions civiles qui avaient été mises en place dans les zones qui échappaient au contrôle du pouvoir. À la suite de cela, le déplacement de population, bien entendu, et puis tout restait suspendu à la dite dernière bataille qui devait avoir lieu et qui s'est arrêtée effectivement avant d'avoir lieu. J'y reviendrai dans un instant pour évaluer pourquoi elle n'a pas eu lieu à ce moment-là et quels sont les risques aujourd'hui, quel est le scénario possible, en particulier pour la région de Idlib. Mais je dirais que depuis ces dernières grandes attaques et négociations, redditions négociées, nous avons certainement un nouveau chapitre dans le conflit syrien. On va l'appeler conflit. Ça reste une révolution. Ce sont différents chapitres auxquels nous avons assisté jusque-là. Et je pense que le plus important pour nous est de continuer à penser la question syrienne en termes de chapitres, parce que nous sommes loin d'arriver à une issue du conflit. C'est évident, le conflit continuera tant qu'il n'y a pas un règlement dont les contours ne se dessinent pas encore. Personne ne peut nier aujourd'hui que le régime a repris la main grâce à ses alliés, mais à partir de cette reprise en main, qu'en est-il de la situation sur le terrain? Alors, je vais peut-être citer les trois dimensions qui me paraissent aujourd'hui les plus préoccupantes et les plus intensives comme action et action nouvelle. La première, c'est la bataille pour la dépossession des Syriens de leur propriété, de leur région, de leur zone d'habitation. Et cela, c'est une véritable bataille, elle est majeure, dans la mesure où il y a eu, comme vous le savez, des soi-disant lois qui donnaient, en principe, selon le régime, les bases juridiques qui permettaient de confisquer des terres et de confier ces terres en récompense à un certain nombre de grands entrepreneurs immobiliers. Et ce à quoi nous assistons est de nature massive et paraît assez largement irréparable. Et honnêtement, il en va vraiment de l'avenir de la relation du citoyen syrien à la terre, à la Syrie. Ça prend des dimensions
qui semblent véhiculer le message selon lequel celui qui est parti n'aura plus de rapport à sa terre. Que ce soit un titre de propriété ou que ce soit le simple accès à une région d'origine, c'est un phénomène massif et c'est, comme vous le voyez de temps en temps, le nom d'un grand homme d'affaires, comment faut-il les appeler, d'un grand mafieux qui sert de couverture au régime, qui sont les bras armés, ou plutôt les bras exécutifs pour achever ce processus que l'on peut rattacher à la déclaration de Bachar el-Assad disant maintenant nous avons une population homogène. Alors c'est l'organisation de cette homogénéité qui semble en cours actuellement et ces noms émergent les uns après les autres pour nous dire une ville entière, une zone entière de Syrie, de Damas, etc. sont en train d'être entièrement reconfigurées avec cette possession massive de propriété. Chaque Syrien a peut-être un lopin de terre en Syrie. Beaucoup de Syriens qui ont un morceau de terre ou ont eu un morceau de terre en Syrie savent ce qu'il en est des titres de propriété de génération en génération et de propriétaires de faux propriétaires en faux propriétaires. Il est quasiment impossible de rétablir les droits des propriétaires de terre. Donc, c'est une bataille qui va être extrêmement difficile dans la mesure où, pour l'instant, il n'y a rien pour l'arrêter. Il n'y a absolument rien pour arrêter ce processus. Et donc, on risque de voir dans les mois qui viennent et les années qui viennent une détérioration encore plus grande sur ce dossier-là. Et l'irréversible est en train d'être... il a été déjà assez largement commis, je pense qu'il est en train d'être consacré. Le deuxième aspect très préoccupant, c'est la nouvelle stratégie d'implantation et d'enracinement entreprise par l'Iran. Et je peux dire que nous avons des rapports directs très détaillés sur le terrain de groupes civils, d'anciens groupes armés, enfin d'anciens combattants, d'anciens officiers qui ont fait défection, qui aujourd'hui ne font plus rien, mais sont en mesure de documenter ce qui se produit au niveau de chaque région quant à ce que fait l'Iran. Alors les rapports sont assez troublants, pour le Sud en particulier, des destructions de villages entiers pour établir des zones sécuritaires iraniennes, pas tout à fait des bases militaires, mais des zones de sécurité, qui sont donc des zones, des enclaves, à l'intérieur de territoires largement peuplés, puisque nous avons par exemple la documentation de 5 villages qui ont été effacés totalement, leur population, ce qu'il restait comme population expulsée, et l'établissement de zones de sécurité, le siège de cette présence iranienne qui se trouve aux abords de l'aéroport de Damas, qui accueille, filtre tous les combattants qui arrivent en Syrie, tout le matériel qui arrive en Syrie, mais aussi toute une entreprise socioculturelle, si on peut l'appeler ainsi, socioculturelle et de prosélytisme confessionnel, avec la création de cercles religieux, de hawzat, la distribution de bourses d'études pour des Syriens qui veulent aller faire des études en Iran, et, plus préoccupant encore, l'engagement d'anciens combattants de l'armée libre, des groupes armés, qui sont aujourd'hui à vendre parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir, et l'Iran offre des salaires à ces combattants
les engage, les endoctrine. En principe, ils se convertissent, on pense qu'ils se convertissent, ou en tout cas ils prétendent se convertir, mais en tout cas ils s'engagent dans les milices organisées par l'Iran. Tout ce travail et l'intérêt qu'a pris l'Iran pour le ministère des Awqaf, des affaires religieuses, qui donc s'intéresse maintenant aux imams dans les mosquées, ce qu'ils préconisent, leurs discours, leur khotbah du vendredi et autres, donc des signaux tout à fait nouveaux et très préoccupants quant à cette nouvelle politique iranienne d'enracinement. Le troisième volet que l'on a vu dont on a des informations comme ça en passant, aucun écho n'est donné à ce que l'on lit et pourtant c'est suffisamment grave pour alerter l'opinion internationale, s'il y en a encore une sur ce sujet. C'est les exécutions massives dans les prisons, ou bien le nettoyage, l'évacuation massive de détenus morts, on ne sait pas exactement quand, et qui sont enterrés par dizaines de milliers. Donc c'est une entreprise pour, semble-t-il, vider les centres de détention, prisons et autres centres. Ça a été rapporté avec images satellites à l'appui par la presse américaine. Et je ne sais pas si vous avez vu le moindre écho à ce reportage, à cette grande enquête. C'est pourtant le Washington Post qui a publié, et rien, absolument rien, nulle part, pas même la presse syrienne l'a repris, enfin pas la presse syrienne, la presse d'opposition nous semble avoir repris cette information majeure. Bon, on sait qu'il y a eu des certificats, des soi-disant certificats de décès par dizaines de milliers. Cela va continuer, c'est évident. Et c'est un aspect, je pense, nouveau au sens non pas de la répression et de son ampleur, on la connaît, mais plutôt de qu'est-ce qui doit se produire ensuite, quelle est l'intention, enfin, quel est le scénario de résolution de la question des détenus, des prisonniers, et ne faut-il pas aujourd'hui alerter, bien sûr nous avons bien du mal à alerter de nos jours, l'indifférence s'installe, mais je pense qu'il y a là un dossier suffisamment grave qui se produit actuellement pour se mobiliser sur ce sujet. Sur le plan militaire, c'est la raison, entre autres, pour laquelle on n'entend plus beaucoup parler de la Syrie, c'est que la situation des attaques massives quotidiennes que nous avions jusque-là se sont arrêtées, mais il reste deux grandes batailles possibles, l'une au nord-ouest, Idlib, et l'autre dans le nord-est, sachant que celle-ci a peut-être moins de risques, mais il n'est pas à exclure qu'elle se termine par une confrontation armée quand même dans le nord-est, où est installé effectivement le PYD, les forces dites forces démocratiques syriennes. Pour Idlib, je vais dire quelques mots, et la situation est très mouvante puisque les négociations entre Russes et Turcs sont aujourd'hui très intensives. La dernière visite de Erdogan à Moscou semble indiquer un ton russe plutôt bienveillant, un ton de Poutine lui-même plutôt bienveillant à l'égard de ce que fait ou ce qu'essaye de faire la Turquie à Idlib pour traiter la question de Jabhat al-Nusra, de Hayat Tahrir al-Sham, HTS, HTC, tout le monde utilise maintenant ces initiales, mais pour dire la chose suivante. Et je vais peut-être relater ici ce qu'a été la tentative très sérieuse qu'ont fait les Syriens, l'opposition syrienne, politique et militaire,
pour essayer d'éliminer Jabhat al-Nusra de la région d'Idlib. Et vous faire part de ce qui a été pendant plus d'un an la mise au point d'un plan militaire en plusieurs phases que l'armée libre, des officiers, des combattants de l'armée libre, des groupes armés, étaient disposés à mettre en œuvre avec l'appui de tous les pays, y compris de la Russie. C'est-à-dire, si les États-Unis appuyaient, ils étaient les bienvenus. Si les Russes appuyaient, ils étaient les bienvenus. Si les Turcs voulaient appuyer, très bien. Il fallait un appui pour équiper une armée, une vraie force militaire qui était disposée à aller chercher al-Nusra là où elle se cachait. À l'époque, Nusra tenait quelques enclaves. Le reste de la province était entre les mains de groupes armés, plutôt armées libres, parfois de tendance islamiste, quelques-uns, parfois quelques radicaux, mais enfin, comme vous savez, c'était un patchwork. Idlib était un patchwork. Les Américains passaient leur temps à dire c'est une zone marbrée, où nous n'arrivons pas à séparer les uns des autres, comment faire? Et les Russes disaient il faut nettoyer en identifiant les zones où se trouve al-Nusra, etc. Ce plan prenait une approche tout à fait différente, en plusieurs phases. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, nous en parlerons si vous souhaitez dans la discussion, mais pour dire, Idlib est une zone extrêmement escarpée. La topographie de la région fait qu'il n'est pas possible de nettoyer, entre guillemets, la région par des bombardements aériens. Ça peut durer 20 ans, peut-être 40, mais on n'arrivera pas, on viendra pas à bout de terrorisme par des bombardements aériens. On a beau lancer des missiles, des bombes, l'impact dans cette région restera très limité en raison de la nature escarpée, des montagneuses, de la présence de grottes, de régions très difficiles d'accès, etc. Donc c'est une région que personne ne connaît, peut-être les Turcs un peu plus maintenant que les autres, mais très peu. Seuls les gens de la région connaissent précisément chaque village, et chaque zone, et chaque grotte, et chaque montagne, et chaque vallée, et ceux-là étaient prêts à le faire. Ces projets ont été présentés de manière très sérieuse et discutés très sérieusement, et au bout du compte, les Russes et les Turcs, les Américains n'étaient disposés à rien du tout à cette époque, ils étaient encore sous Obama, ils ne le sont pas davantage, mais les deux acteurs qui paraissaient les plus sérieux, les plus à même d'aider à mettre en œuvre ce plan, c'était la Russie et la Turquie. Je ne distribuerai pas la responsabilité ici, mais je peux vous dire que voilà, le plan a été rejeté. Et c'était exactement pour éviter de se trouver devant ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire une province tout entière conquise par Nusra, et l'impossibilité d'imaginer comment on va l'éliminer sans toucher à la population civile et sans évacuer massivement la population civile. Alors, ça paraît tellement énorme à chaque fois. Alep, c'était pareil, on se disait, c'est tellement énorme, on ne peut pas imaginer que ça va se régler militairement. Moi, je crains cette fois-ci, je suis une optimiste, incorrigible, et pourtant, cette fois-ci, je crains malheureusement que la Syrie ayant perdu sa place dans la morale internationale, on a l'impression que c'est un sujet déclassé qui peut, après tout, subir, connaître toutes les horreurs possibles. Et si ça, vu qu'on n'emploie pas les armes chimiques, les interdites, explicitement interdites, les déplacements massifs de population et autres ne vont pas changer la face du monde ni provoquer des interventions. Donc, il est réellement à craindre que Idlib fasse l'objet d'une opération militaire qui n'aura aucun sens et qui ne finira pas.
Ceux qui connaissent les différentes régions de Idlib disent il y a à Idlib plusieurs Tora Bora, et nous en sommes à peu près là aujourd'hui, parce que les groupes terroristes sont cachés partout, ils sont partout. Les accords qui ont été faits, les soi-disant accords qui ont été faits avec les groupes armés vaincus par Al-Nusra dans le courant du mois, sont des accords qui donnent l'avantage à Al-Nusra, au sens où c'est une clause qui, semble-t-il, n'a pas été beaucoup citée, mais les groupes ont dû remettre des armes lourdes, d'après les informations que nous avions, leurs armes lourdes à Al-Nusra, ce qui fait que Al-Nusra n'a fait que gagner en puissance. Alors, en quoi Al-Nusra diffère de Daesh aujourd'hui, c'est difficile à dire, mais voilà où nous en sommes, et il est difficile d'en dire davantage. Les Russes, les bruits de bottes russes sont très forts, le discours est très véhément et très virulent à l'égard des Turcs, en disant ils n'ont rien fait, voilà, on leur a laissé la possibilité, ça fait plus d'1 an, ils sont là, ils sont censés nettoyer, c'est leur responsabilité. Poutine semble avoir mis un bémol à cette escalade verbale, mais en Russie même, les messages que nous avons, c'est que peut-on faire pour éviter que l'opération militaire se produise, car le ministère de la Défense, les vats en guerre au ministère de la Défense sont très virulents en ce moment. Pour le Nord-Est, je pense que la présence russe... Tu peux juste dire où est-ce qu'on en est dans les négociations entre les Turcs et les Russes sur cet aspect? Sur les... Alors, on ne sait pas. On ne sait pas ce que Poutine et Erdogan se sont dit. On ne sait pas précisément ce qu'ils se sont dit, parce qu'ils se sont vus avec leurs collaborateurs et ensuite ils se sont retirés tous les deux. Et à la sortie de cet entretien, Poutine a été beaucoup plus doux dans son discours à l'égard d'Erdogan, en disant la Turquie fait ce qu'elle peut dans cette région, nous allons voir ce qui va pouvoir être accompli. Mais on retrouve à nouveau, tout de suite à la presse, très virulent, des Russes en particulier. Donc c'est très difficile, mais je pense que... Alors, ils ont créé des comités, voilà, ils ont créé des comités militaires joints, ce qui signifie quand même que les Russes remettent le nez dans le dossier de manière directe, pour qu'il y ait une discussion sur les opérations militaires à prévoir. Donc, c'est la seule... Avec l'accord des Américains ou le sans-fautage des Américains? Non, les Américains ne s'intéressent pas à ce qui se passe. C'est une région que... Personne n'a envie de s'occuper de cette zone. Et peut-être qu'il faut aussi se dire, c'est tellement difficile de s'occuper de cette zone, personne n'a envie de s'occuper de cette zone. La conclusion pourrait bien être, rendons cette zone au régime puisqu'il veut reprendre le territoire, y compris la Turquie. Rien n'est à exclure. Rien n'est exclu aujourd'hui. Les Turcs pourraient dire, nous avons un souci sécuritaire à la frontière, nous avons d'autres préoccupations, c'est les Kurdes à la frontière, c'est le risque de constitution d'une zone autonome kurde, c'est notre seul souci. À partir du moment où on peut s'assurer de ce qui se passe dans la zone du nord-est, peu importe le nord-ouest, peu importe Idlib. Et après tout, est-ce que le régime ne ferait pas mieux, est-ce qu'on ne fait pas ce cadeau empoisonné au régime russe, puisqu'ils menacent de s'en occuper eux-mêmes, très bien qu'ils s'en occupent, mais il faut d'abord sécuriser les intérêts turcs en Syrie, et les deux dossiers sont de toute évidence très liés. Très liés, ça va dépendre des arrangements qu'obtiendront les Turcs, pour le nord-est et pour la zone de sécurité qu'ils veulent établir à la frontière, et nous verrons peut-être un dénouement du côté de Idlib, un dénouement qui n'est pas le règlement de la question terroriste, mais de qui va s'occuper des terroristes dans cette zone, et est-ce que quelqu'un va s'en occuper réellement. J'ai été très peu diplomatique dans une rencontre où se trouvaient des ambassadeurs russes, turcs,
etc. Et j'ai dit, vous passez votre temps à dire qu'il faut combattre le terrorisme. Les Syriens sont les plus sérieux dans leur volonté de combattre les terroristes, mais vous leur avez pas donné leur chance. Ils étaient prêts à le faire, ils étaient prêts à se sacrifier. Et vous, pays garant de des accords de désescalade dans les différentes régions de Syrie, vous n'en avez pas voulu. Alors, je crois que les seuls sérieux, c'est effectivement ceux qui vivent au milieu des terroristes, qui les subissent. Ceux-là, ils sont prêts à se sacrifier pour combattre Al-Nusra. Les autres, je ne sais pas. Peut-être que tout le monde s'accommodera de la présence d'Al-Nusra. C'est peu probable quand même, parce que des armes lourdes qui peuvent atteindre la base de Khmeimim, pour les Russes, ça n'est pas confortable. Donc, il y aura... Oui, il y a, exactement. Donc, pour une série de raisons, on cherchera quand même une solution. Mais voilà, tous les pays semblent s'accommoder de situations très dangereuses dans différentes parties du monde, et la Syrie en sera une. Et je crains malheureusement que nous vivions encore avec Al-Nusra pendant un certain nombre d'années. Alors, que faire? Je ne vais pas parler très longtemps, mais je vais évoquer 3 ou 4 directions qui me paraissent intéressantes. La première, c'est un sujet cher à Farouk, c'est la bataille du récit. Continuer à dire, je pense que nous n'aurons pas beaucoup de mal à établir que la révolution syrienne était une révolution authentique, avec des demandes comme on les connaît, et comme je pense nous sommes d'accord dans cette salle pour raconter la révolution syrienne. Je pense que nous avons en revanche en ce moment une nouvelle bataille de récit, parce que ce qui se produit, je n'ai aucune réserve à le dire, ce qui est en train de se produire dans la défiguration et de la transformation de l'identité des territoires, de l'identité sociale et démographique des régions, ressemble beaucoup à ce qu'Israël fait dans les territoires palestiniens. C'est très difficile d'éviter cette comparaison. Rebaptiser des régions en leur donnant de nouveaux noms, des nouvelles villes qui ont des noms qui n'ont rien à voir avec l'origine de ces régions, ni de leur population, ni de leur histoire, et faire ce qui est en train de se produire, c'est tout de même assez préoccupant. Donc je crois que là, on peut rejoindre les Palestiniens pour savoir comment ils font, comment ils ont fait. Ils ont tout de même réussi à établir leur récit. Il faut reconnaître que le monde sait ce qui s'est passé en Palestine, grâce non seulement à nos amis palestiniens, mais à quelques grands intellectuels juifs qui ont été israéliens, qui ont été à nos côtés et qui ont écrit là-dessus. Je pense que nous avons suffisamment de documents pour le prouver. L'autre dimension qui est essentielle, je crois, c'est la mobilisation sur la question des sanctions. C'est aujourd'hui un des dossiers que les Américains portent de manière assez déterminée, assez sérieuse. Ils actualisent les listes de personnalités soumises à sanctions. Ils ajoutent certaines entreprises qui sont des entreprises écrans, qui servent au régime à se mouvoir dans l'économie internationale, la finance internationale et le système bancaire international. Ces responsables, ces figures qui sont des grands mafieux qui viennent d'émerger, il y en a quelques-uns, à la faveur de la fin du conflit, les nouveaux riches qui ont contrôlé des checkpoints, par exemple, qui se sont enrichis comme ça, et les voilà à l'assaut des grands centres commerciaux, grands quartiers autour de Damas, régions stratégiques et autres, ceux qui sont suffisamment idiots de prêter leur nom pour que plein de projets de la famille Assad se fassent sous leur nom. Bref, je crois que nous avons des douzaines de personnes qui aujourd'hui ne sont pas encore soumises à sanctions. Et s'il y a un travail sérieux à faire, c'est celui-là, un suivi et une action auprès des pays qui comptent, en particulier
l'Europe. On peut revenir sur cette question parce que l'aspect juridique de tout cela est un peu complexe, mais c'est le cas. Vous avez vu la semaine dernière l'adoption de sanctions contre 11 nouveaux responsables du régime. Bon. Ça n'est pas à négliger, c'est un dossier majeur si l'on veut réellement non pas paralyser, mais certainement rendre plus compliqué la normalisation avec le régime et l'acquisition, enfin la possibilité de faire rentrer en Syrie de nouveaux flux financiers au profit de ceux qui entourent le régime et au profit du régime. Le troisième, c'est la question des détenus, et il me semble que c'est un dossier à porter politiquement, et non plus simplement en disant c'est une question de droits de l'homme. C'est bien sûr une question de droits de l'homme avant tout, mais c'est aussi un dossier qui mérite d'être porté politiquement. Alors, j'entends bien distinguer entre le porter au niveau politique et en faire un sujet de négociation politique. Autrement dit, les spécialistes des droits de l'homme et les juristes hurlent quand on leur dit qu'il faut porter le dossier politiquement. Parce qu'ils pensent qu'il s'agit de négocier une amnistie ou brader la question des détenus. Au contraire, je pense qu'il faut ramener la question des détenus au centre de toute l'attention qu'est censée porter l'ONU à la résolution du conflit syrien, pour dire s'il y a un sujet sur lequel on peut vérifier le moindre sérieux du régime ou le moindre engagement du régime à changer, c'est sur la question des détenus. Et avant même la question des détenus, peut-on obtenir du régime qu'il cesse d'arrêter des gens? Est-ce qu'on peut arrêter? Est-ce qu'on peut cesser les nouvelles arrestations? Peut-on obtenir la levée de la loi sur la conscription, l'engagement dans l'armée forcé des Syriens? Si les Européens sont sérieux sur la question du retour des réfugiés, si les pays voisins sont... Alors il faut se mobiliser sur ce sujet. Arrêter les arrestations. D'abord, les arrestations arbitraires, premièrement. Deuxièmement, arrêter les exécutions dans les prisons. Il faut que ça s'arrête. C'est aujourd'hui, c'est hier, c'est tous les jours que ça se produit. Si l'on ne porte pas politiquement ce dossier, et si on se laisse entraîner à discuter pendant 1 an encore ou 2 de ce que sera une belle constitution démocratique pour la Syrie, alors on passe à côté de dizaines et peut-être de centaines de milliers de cas qui resteront traités par personne, sinon par les combattants, les militants des droits de l'homme qui continuent à dire c'est une mesure de confiance, ou bien ça se traite par la justice internationale. Certainement, ça se traite par la justice internationale. Il n'empêche que si l'on peut arrêter le massacre aujourd'hui, ce serait quelque chose d'essentiel, à mon avis, pour le nouvel envoyé spécial sur la Syrie. Donc je voudrais dire également que sur la question, s'il y a un dossier sur lequel les Syriens peuvent encore, ou peut-être auraient pu, je ne sais pas, peut-être auraient pu, avant le retrait américain, parvenir à changer la donne, c'était de trouver avec les Kurdes du PYT, aussi problématiques soient-ils, terroristes comme vous voudrez, s'il y avait eu la possibilité de parvenir avec eux à un accord et une alliance fut-elle tactique, mais elle impliquait quand même un engagement qui est la conviction des Syriens démocrates, celle de promettre de s'engager à ce que les Kurdes en Syrie connaissent une reconnaissance de leurs aspirations culturelles, linguistiques, voire politiques, dans un schéma d'alliance avec l'opposition, c'est-à-dire ce qui aurait pu être le début d'un nouveau contrat social.
Et je crois que ce rapprochement aurait été possible. Il devrait s'inscrire dans un processus constitutionnel, puisque ça commence par la Constitution et la garantie de ses droits dans une Constitution, mais ça va bien au-delà de la Constitution. Et s'il avait été possible de parvenir à un accord avec eux, je pense que nous aurions pu, nous Syriens, changer la donne, c'est-à-dire les avoir à nos côtés dans une négociation, car le risque était celui de les voir comme une troisième partie à la négociation à Genève, ou bien, pire encore, de les voir passer du côté du régime et conclure un accord avec le régime. Le retrait américain a précipité leur choix pour aller en direction de Damas. Il ne s'agit pas de les excuser. Je pense qu'ils commettent une erreur majeure. On peut leur faire tous les reproches du monde parce que c'est un choix idiot, pas seulement un choix immoral, mais un choix idiot. Il n'empêche qu'ils ont une obsession, c'est qu'ils seront anéantis par la Turquie. Et cette obsession fait que ce ne sont pas que les Kurdes du PYD qui tiennent ce discours et qui disent entre la Turquie et le régime, nous choisissons le régime. Ce sont des Kurdes de toute tendance. Hein. Donc la crainte de l'ennemi turc historique est tellement forte que je crains malheureusement qu'il y ait un appui assez large pour aller plutôt du côté du régime, en espérant que les Russes vont pouvoir imposer au régime la reconnaissance de certains droits. Et il n'est pas exclu du tout que la Turquie préfère voir les Kurdes du PYD retomber sous la coupe du régime, car elle sait quels sont les moyens, ou quels ont été les moyens du régime, je ne sais pas s'il les a encore, mais de contrôler, sur un plan sécuritaire notamment, les Kurdes affiliés au PKK. Enfin, ce qui se passe à Genève a pour l'instant très peu d'intérêt, sinon pour dire qu'il y a un envoyé spécial nouveau qui a pris acte des discussions sans fin autour du comité constitutionnel et qui, je pense, ne veut pas se rendre prisonnier de l'héritage que lui laisse son prédécesseur, à savoir comité constitutionnel, rien que ça, et il faut absolument avancer sur cette question. Il semble vouloir ouvrir l'horizon un peu et parle des autres volets des négociations, avec une phrase qui est prise dans les différentes résolutions du Conseil de sécurité, dans le document de Genève de 2012, celui de la création d'un environnement sûr et neutre. Et cette formule qui se retrouve dans la résolution 2254 et dans le document de Genève fait que tout le monde est signataire, donc personne ne peut refuser de parler de cela, pas les Russes, pas les Américains, personne. Et à partir de là, peut-on définir ce qu'est cet environnement sûr et neutre. Et je pense que c'est peut-être intéressant d'explorer cette voie, car très vite on va aller vers des choses concrètes sur le terrain qui serviront à vérifier si le premier pas que le régime accepterait de faire ou qu'il n'accepterait pas de faire pour redonner la moindre perspective au processus de négociation. Ça fait beaucoup, long, mais je m'arrête là. Merci. Eh bien, vous avez un micro, je ne vois pas. Je commence. Il y a beaucoup d'aspects à discuter. Moi, j'ai juste une question quand tu as parlé des 5 villages au sud de la Syrie, où il y a cette entreprise algérienne. C'était de quel côté ces villages? C'est tout Damas ou c'était vers le Dera? Et le deuxième point, c'était par rapport au prisons cleaning.
Est-ce que toi, je ne sais pas si tu es encore dans le comité de négociation ou pas, cette question était remontée au niveau, on va dire, de l'ONU ou des établissements des droits d'homme ou pas? La question, d'abord, c'est les 5 villages sont bien dans le sud, c'est-à-dire dans la région de Daraa. Zone qui aurait dû être libre de toute présence iranienne, comme vous savez. Donc, rien de ce qui a été convenu et de ce qui a été le contenu de l'accord entre Américains, Russes, Jordaniens, Israéliens, en coulisses, n'a été appliqué. Pour la deuxième question, la question des détenus est aujourd'hui accaparée par les 3 pays qui négocient, soi-disant, négocient entre eux, et puis ils imposent ensuite aux Syriens qui les font venir à Astana. Le dossier des détenus, des prisonniers, se trouve à Astana. Et l'envoyé spécial des Nations Unies qui vient de quitter, M. de Mistura, a laissé partir ce dossier à Astana avec l'espoir qu'il serait traité de manière plus efficace. La Russie en particulier a dit, si nous avons le dossier à Astana, nous avons plus de maîtrise, enfin plus de pouvoir de pression sur le régime. Or, ça fait maintenant 2 ans, on a vu 0 progrès, sinon quelques échanges de prisonniers. Ça ne s'appelle pas traiter la question des prisonniers. Les échanges, ça se produit entre groupes armés qui se font la guerre tous les jours. Ça n'est pas, voilà, c'est pas une façon de traiter la question. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que les Nations Unies se sont laissées déposséder du dossier des détenus. Alors, nous, notre discours aujourd'hui, c'est de dire il y a 0 résultat, maintenant rapatrier le dossier aux Nations Unies. Parce que s'il n'est pas traité par l'ONU, il n'est pas traité selon les critères de l'ONU, les principes fondamentaux des droits de l'homme, des conventions des Nations Unies. Et par conséquent, aujourd'hui, personne n'a de prise sur le dossier. C'est ça le drame. Il faut attendre qu'il revienne à Genève. Mais ça doit être, moi je pense, ça doit vraiment être une bataille prioritaire pour l'opposition. Qu'est-ce que l'opposition a de plus important à faire? Où peut-elle exercer une influence aujourd'hui? Sur quoi? Ça, c'est un dossier qui ne dit pas le régime doit partir demain matin. C'est un dossier qui mondialement est reconnu comme un dossier humanitaire, droits de l'homme, politique, enfin c'est à tous les niveaux. On n'a vu rien du tout sur ce dossier. Et cet échec est inadmissible. On ne peut pas continuer à se taire quand la presse américaine nous dit voilà les images satellites qui montrent des zones d'enterrement qui étaient vides, et puis voilà les corps. L'image d'après, c'est voilà les corps. Dans la semaine, ils ont été déposés. Et rien. Pas plus l'opposition d'ailleurs que le monde entier. C'est une photo qu'on fait tout le temps. Pour les prisons de Setnaya, on a vu toutes les photos. Tout le monde se ça. Oui, mais là, tout récemment encore, c'est par dizaines de milliers tout le temps. Questions. Marc, Merci Rasma pour la conférence et merci à Solar. Il me semble que l'appellation groupe terroriste, on peut l'étendre maintenant à toute la série. On ne peut pas dire de façon exclusive sur Al-Nusra qui pratique le terrorisme. J'ai l'impression que tous les groupes pratiquent exactement les mêmes actes de terreur partout en Syrie. On peut les énumérer, les groupes armés des milices iraniens, les groupes armés des milices de régime et les autres milices de toute façon. Moi, ma question, c'était dans quelle mesure on peut éventuellement, les procédures judiciaires qui ont été lancées par la France et puis les sanctions politiques, les sanctions économiques de l'Union européenne et puis des États-Unis, de ces articles de la semaine dernière, comment ça peut se traduire sur le plan politique de façon réaliste et efficace, parce qu'on ne peut pas faire confiance, à mon avis, à Poutine dans la résolution de problèmes en Syrie, et il faut qu'il y ait des actions politiques suite à ces sanctions économiques aux procédures judiciaires qui ont été faites par la suite par les pays qui l'ont prononcé. Merci beaucoup. Je crois d'abord sur le premier
le premier volet, les groupes terroristes tels qu'ils sont définis par les Nations Unies, hein, ce sont ceux-là qui sont désignés. Et je parle de ceux-là non pas parce que je ne considère pas les autres comme terroristes, j'imagine bien, mais pour dire qu'il y a un engagement international à combattre ces groupes-là. D'accord ? Je pense que ce qui distingue Daesh et Nusra d'une part, les groupes, les milices pro-iraniennes d'autre part, c'est le fait que l'adresse ou l'interlocuteur pour les milices pro-iraniennes, c'est l'Iran. Alors que pour Daesh et pour Nusra, on est obligé de s'y prendre autrement. Est-ce qu'on va parler à leur leader? Le fait est que quand il y a un pouvoir en place qui contrôle des groupes terroristes, on considère que ce pouvoir, on va chercher à lui parler, et à négocier quelque chose avec lui. Aussi terroriste soit-il lui-même. Hein, qu'on parle du régime syrien ou du régime iranien, la question de ce besoin. Mais pour les groupes qui ont leur mode de fonctionnement autonome, c'est plus compliqué. Hein. Donc c'est les deux raisons pour lesquelles j'appelle ceux-là terroristes, et l'argument est tout à fait valable, bien sûr, les autres le sont tout autant. Le deuxième point, c'est, oui, des mesures de sanctions économiques, des mesures d'ordre judiciaire, en attendant la dimension politique. Moi, je dirais, ce sont des leviers. La question des sanctions et la question des prisonniers, ce sont les leviers que les pays occidentaux et non occidentaux de la région aussi détiennent pour influencer le processus politique. Autrement dit, quand on va parler de comité constitutionnel à Genève, M. Poutine n'aura pas exactement ce qu'il veut dans le comité constitutionnel. M. Poutine n'aura pas la décision des pays européens de renvoyer des réfugiés en Syrie. C'est ça le type de levier que les pays ont entre les mains. Et je dirais, s'il y a une source d'optimisme aujourd'hui, c'est la suivante, c'est que les pays qui peuvent mener une action militaire, ou plutôt l'action militaire, les moyens militaires, ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner. Nous avons épuisé, ces pays-là ont épuisé l'arme, l'outil militaire pour parvenir à leurs objectifs. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire militairement. Ils ne peuvent pas faire beaucoup plus. Ils ont besoin maintenant des pays qui ont d'autres moyens que les armes militaires. Ils ont besoin des pays qui ont de l'argent. Ils ont besoin de reconnaissance et de légitimité pour transformer la victoire militaire en quelque chose de politique. Or, je crois qu'aujourd'hui, les pays qui ont les moyens financiers, les moyens économiques, mais pas seulement, ils ont aussi les moyens techniques de former une police, de construire un système décentralisé, ils ont les moyens d'appuyer sur un plan juridique la reconstruction, parce que qu'est-ce que c'est que la reconstruction? C'est pas les bâtiments, c'est d'abord un ordre juridique qui permet de faire quoi que ce soit, un contrat, une maison, une rue, tout a besoin d'un cadre juridique. Donc les pays occidentaux aujourd'hui sous-estiment leur capacité à jouer un rôle déterminant. Ils n'ont pas besoin de négocier leur place à la table des négociations. Ils sont ceux qui peuvent aujourd'hui réellement façonner le processus. Vous voulez utiliser les armes, continuez à utiliser les armes. Moi, je crois qu'à Idlib, les Russes n'ont pas reculé parce qu'ils ne voulaient pas faire de victimes. Ça n'est jamais leur souci. C'était tout simplement qu'il y avait un accord entre la Turquie et l'Iran pour que l'Iran ne mette pas à disposition de cette bataille des troupes au sol. Or, il faut des troupes au sol. On ne peut pas entrer à Idlib, comme j'ai dit, par des bombardements aériens. Il faut des forces terrestres. Et ces forces terrestres, le régime ne les avait pas. Les Iraniens pouvaient venir au secours. Mais comme il y a un accord de partage de zones d'influence, ça risquait de remettre tout en question. Les Turcs ont dit, les Iraniens se sont engagés, s'ils remettent en question et qu'ils prêtent leurs forces terrestres, alors tout est fichu. Nous ne sommes plus partis ni de Astana, ni de l'accord tripartite. Et les Turcs et les Russes pouvaient tout perdre. Je pense qu'on est vraiment à un moment où les pays qui ont les moyens économiques et financiers, les pays du Golfe, bien sûr, les pays européens et États-Unis qui ne veulent pas utiliser le militaire, ont la capacité aujourd'hui d'influencer un processus politique par ces instruments-là. L'instrument juridique, judiciaire et l'instrument économique et financier.
Michel. Oui, bonjour. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'enfumage. Alors, pour ça, je voudrais poser 3 questions. Bon, il y a encore un mois et demi, les informations qu'on pouvait avoir quand on discutait avec des amis syriens d'ailleurs, concernant Idlib. Concernant Idlib, on nous disait que le rapport de force tel qu'il était, il y avait effectivement un Nusra, mais que les groupes rebelles, on va dire groupes rebelles modérés pour faire court, le rapport de force leur était favorable et qu'en fait, que la Turquie les aidait, etc. Et puis tout d'un coup, paf, ça bascule. Rapidement. Hein. Donc moi, j'avoue, je me pose la question que tout d'un coup, les choses basculent aussi vite. C'est ma première question. Ma deuxième question, là aussi, des choses qui quand même m'étonnent d'une manière importante, c'est l'intervention d'Israël, qui effectivement depuis maintenant quelques semaines revendique complètement ses attaques sur les bases iraniennes. Donc là je me dis, bon, à un moment donné, c'est complètement contradictoire entre le fait, effectivement, comme tu l'as dit, cette implantation systématique des Iraniens, et de l'autre côté, Israël qui dit non, j'en veux pas, moi je veux plus un seul Iranien en Syrie. Donc à un moment donné, quand même, il va falloir qu'il y ait des choses. Et puis ma troisième interrogation, parce que moi je n'ai pas la réponse, là aussi une sorte d'enfumage dans ce problème de rapport de force à l'Est, quand on dit les Américains vont partir, ils quittent. Alors combien ils étaient les Américains? Je crois qu'ils étaient 2000, c'est 1000 ou 2000. Ou les forces françaises, 250. Alors, je veux dire, quand on voit ce que c'est qu'une base et qu'est-ce que ça représente, là on est dans des chiffres un peu, je dirais, symboliques. Alors pourquoi? Donc c'est là, moi j'ai l'impression de me faire enfumer sur les informations que je reçois. Voilà. Une question encore. Oui, on les enchaîne, d'accord. Pour les groupes. Ça vous va ou Non, pas? non, mais c'est très bien. Merci beaucoup Basma pour ton exposé clair et intelligent comme d'habitude. Moi je pense, et merci Souria Halia et Farouk, je dis un petit mot avant de poser ma question. Il faudrait qu'on continue à se réunir, nous les Syriens, les Franco-Syriens. On a absolument besoin de ça, et aujourd'hui beaucoup plus qu'avant. Et c'est pour ça que je remercie beaucoup tous les organisateurs. Il y a quelque chose qui quand même me pose problème, Basma. Ce que tu as dit par rapport aux Kurdes. Moi je suis entièrement d'accord avec ton analyse que si les démocrates avaient pu intervenir à ce niveau-là, les rassurer par rapport à la Constitution, ça, je suis entièrement d'accord. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Parce que n'oublions pas, quand même, je suis sûre que tu ne l'as pas oublié, que les Kurdes ont chassé à peu près, si je me trompe, 300 000 Syriens, Arabes, Turkmens, etc., de la région qu'ils ont occupée. Les Kurdes, donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette réalité-là, aujourd'hui? Moi, je suis toujours d'accord pour que les Kurdes restent avec nous. et au début de la Révolution, on était bien parti pour ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a pas mal qui ont donné, qui ont sacrifié leur vie pour rester dans la Révolution syrienne. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est aujourd'hui. Voilà, c'était la question que je voulais te poser. Encore une question? Non, c'est pas, il y a beaucoup de points. Ouais. On reprendra après. Bon, sur la victoire rapide et soudaine de Nusra dans la province, moi je n'ai pas d'éléments secrets à vous révéler. Il s'est passé des choses un peu incompréhensibles. Certains groupes ont été
poussés dans la bataille et décimés par la bataille, et d'autres non. Mais au-delà de ça, je ne peux rien interpréter autrement que pour dire Nusra avait les moyens de remporter ces batailles. Des complicités, il y en a certainement. Mais je ne peux rien dire, moi. On ne peut rien dire aujourd'hui. Et ce serait injuste de dire les Turcs plus que d'autres. C'est compliqué, c'est compliqué. On sait que la Turquie voudrait, dans un monde tranquille, aurait peut-être les moyens de démanteler avec le temps les groupes radicaux en sélectionnant les différentes tranches au sein du CFA. Les Syriens savent exactement qui sont les combattants étrangers, idéologiques, irrécupérables et qui doivent partir. Ceux qui sont idéologisés devront partir des représentants en pourcentage. Ceux qui sont récupérables, peut-être 60%, ne sont pas idéologiques, on rejoint ces groupes par opportunisme, etc. Bon, mais on a pas, malheureusement, chaque fois que l'on essaye d'avoir une approche segmentée, une approche un peu affinée des problèmes pour ne pas tirer dans le tas, l'occasion nous est enlevée. C'est terrible de voir à quel point, lorsque à Alep, on disait mais dites aux groupes armés de sortir d'Alep pour épargner les institutions civiles et la population. Et ce qu'a retenu l'envoyé spécial à l'époque, c'est je vais dire à Al-Nusra de sortir d'Alep pour épargner. Mais Al-Nusra ne va pas se séparer des autres groupes armés. Tout le problème est là, justement. C'est que Al-Nusra tient les autres par la gorge, à la gorge. Donc les autres groupes n'osent pas se démarquer parce qu'ils vont se faire tirer dessus. Donc la seule solution à l'époque, c'était nos amis à l'époque qui ensuite sont arrivés partout en Europe, en France ou ailleurs. À l'époque, on leur parlait pendant qu'ils étaient à Alep. Et il disait, mais on va sortir dans la rue, demander à tous les groupes armés de sortir. C'était ce qu'il fallait faire. Bon, ça ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, c'est pareil, on est à nouveau devant ces gens. On a vu la population civile sortir dans la rue, avec rien, pas d'armes, pour dire partez de nos villages et de nos villes. Et c'était formidable. Alors, et les Américains qui, à l'époque, regardaient ça avec enthousiasme, on disait, ah, formidable, la population, elle n'est pas radicalisée. Ben non, elle n'est pas radicalisée, elle en a assez de nous cela. Et ils attendent qu'une chose, c'est comment s'en débarrasser. Et eux-mêmes sont en train de les mettre dehors, ils arrivent à les mettre dehors. Bon, qu'est-ce que vous allez faire? Ah ben rien. Et puis, on laisse retomber les choses comme elles sont. Ça dépasse l'entendement, cette approche, ce laisser-faire qui a caractérisé la situation tout le long. Donc, honnêtement, je ne peux pas en dire davantage. Je ne lancerai pas d'accusation, je pense bien. D'abord, ça n'est pas mon tempérament, mais surtout, ce serait irresponsable. Je suis un peu surveillée dans ce que je dis. Je ne vais pas faire des jugements à l'emporte-pièce. Pour Israël, on a vu, moi je pense qu'il y a une nouvelle stratégie américaine vis-à-vis des Iraniens, et qui concerne Israël aussi. D'abord, je pense que les Russes, peut-être publiquement célèbrent leur victoire. Dans la réalité, ils se sont créés une situation impossible en mettant face à face l'Iran et Israël en Syrie. Et ils ne savent plus comment s'en dépêtrer. Leurs déclarations sont absurdes. Quand ils condamnent les attaques israéliennes, maintenant, c'est risible, quoi. Les porte-paroles sortent pour dire « Ah, mais Israël n'aurait pas dû. » Ah bon? Et vous, alors, vous avez laissé les Iraniens venir jusqu'à leurs frontières et vous vous attendez à quoi exactement? Donc je pense que les Russes sont devant une situation très très difficile, d'une part. D'autre part, les Américains ont, à mon sens, et ça on l'entend à Washington, ont décidé que c'était presque impossible de combattre les Iraniens sur chaque terrain de manière segmentée. Il y a la Syrie, et puis il y a le Liban, et puis aussi l'Irak, et puis il y a le Yémen. Alors ça fait un peu trop de fronts différents sur lesquels il faut combattre les Iraniens. Ils ont donc opté pour une stratégie plus globale, d'approche plus à la racine, c'est-à-dire qui vise le régime iranien directement, en l'asphyxiant économiquement, financièrement. C'est ce qu'ils essayent de faire, avec des failles majeures, c'est pour ça que ça ne marchera peut-être pas, mais plutôt le faire comme ça,
peut-être par une action de déstabilisation dans les provinces périphériques de l'Iran, hein, les régions, le Ahwaz, tiens, comment ça se fait que ça se réveille, et puis les Balouches, pourquoi on les entend, les Kurdes, pourquoi ça commence à ruer dans les brancards. C'est pas impossible qu'on soit devant une stratégie de déstabilisation du régime. Les Israéliens dans cette affaire, et Netanyahou le dit publiquement, nous sommes d'accord avec les Américains, ils s'occupent des dimensions économiques et financières pour étouffer l'Iran, et nous nous occupons de l'aspect militaire. Voilà. Et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé entre Trump et Netanyahou. C'est un accord là-dessus. Israël a carte blanche pour frapper là où il veut. Ce sera en Syrie pour l'instant, ça peut être le Liban demain matin, ça peut même être en Irak. Les Russes peuvent supporter ça longtemps. Mais les Russes ne savent pas quoi faire. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de victoire russe dans ces affaires. La victoire russe, si on veut écouter les Américains qui, pour se justifier, disaient « donnons-leur cette victoire, on va voir ce qu'ils vont en faire », eh bien, ils ont leur victoire aujourd'hui, et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en faire? C'est un fait. Alors, ils sont bien embarrassés, je crois. Ils n'ont pas de réponse à cette question. Aucune réponse à la question. Parce que, comme me disent des amis parfois, « Ah, mais enfin, Poutine, quand même, face à Israël, il peut ignorer les protestations d'Israël. Netanyahou l'appelle pour lui dire à chaque fois, mais comment les Iraniens s'implantent ici et là. » Et la vérité, c'est qu'Israël est en mesure de mobiliser l'armada américaine derrière lui le jour où il pensera qu'il est réellement en danger. Et donc, je crois que Poutine sait très bien que c'est le cas et qu'il ne peut absolument pas ignorer les protestations israéliennes. Ta troisième question portait sur le retrait américain. La présence est symbolique. Elle n'est pas symbolique au sens... Sur le plan militaire, elle n'est pas symbolique dans la mesure où elle a été... Ces 2000 ont encadré les forces anti-Daesh, hein, dirigées par les Kurdes. Donc ça, c'est fondamental. C'est une région vitale pour l'économie syrienne. Hein, le régime serait bien embêté si cette région ne lui revient pas. Donc il y a quand même des ressources économiques importantes dans cette région. Et à partir de là, la capacité d'influencer le processus politique. Alors la présence dans la province, le problème des Américains a été qu'à aucun moment ils n'ont trouvé... ils n'ont agi politiquement. C'est-à-dire les Américains sont dans un schéma depuis 30 ans maintenant, depuis qu'ils ont envahi l'Irak. Ils sont très efficaces sur le plan militaire, n'est-ce pas? Et puis ils sont absolument lamentables sur le plan politique. Il n'y a rien, il n'y a pas de volet politique à leur action. Donc quand on leur dit, mais vous avez soutenu les Kurdes dans cette région, vous avez fait pression sur eux pour qu'ils organisent un commandement central, etc. Vous avez tout ça sur le plan militaire. Vous avez vos alliés turcs qui tout de même font en principe donnent un peu d'importance à ce que vous leur dites. Eh bien, à aucun moment ils n'ont investi dans la recherche d'une solution politique qui puisse rassurer les Turcs sans que ça se transforme en bataille entre Syriens, parce que les Turcs aujourd'hui ne voient pas d'autre solution que d'envoyer des groupes armés syriens combattre les Kurdes. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire la guerre maintenant entre Kurdes et Arabes? Ça va être... Alors là, si on n'a pas eu une guerre civile, on en a une. On est sûr d'en avoir une. Afrin est un modèle très peu encourageant, et les Kurdes en ont très peur de la répétition de ce scénario. Donc, je crois, et ça répond un peu aussi à ta question sur les Kurdes, je crois que nous, Syriens, pouvions dire ce que nous étions disposés à faire, mais qui peut porter notre accord éventuel avec les Kurdes? Alors, c'est vrai, confiscation de terres, expulsion, etc., tout ce qu'on voudra. Eux répondent, dans les circonstances de guerre, les populations sont déplacées dans cette région comme d'autres. Bon, très bien. Je pense qu'il faut être réaliste en se disant quel est notre intérêt aujourd'hui. S'ils s'engagent à discuter de ça, à restituer les terres, à ramener les populations chez elles, à reconnaître qu'il y a eu des confiscations et que les populations ont été lésées, alors parlons-leur. Et puis, si on ne les tient pas aujourd'hui par un accord sur les limites à leurs aspirations, alors on ne pourra pas leur en vouloir d'avoir un plan sécessionniste par la suite. Mais si aujourd'hui on arrive à obtenir c'est à l'intérieur de la Syrie que vous aurez vos droits reconnus,
dans des limites qui ne menacent pas l'intégrité du territoire syrien, le monopole de la violence au sein d'un État, bien sûr démocratique, etc., alors on les tient pas. On les tient à aucun moment. Ils vont faire une conférence sur une fédération, le monde leur dit faites une confédération, et nous, du reste des Syriens, on va faire quoi? On regarde? C'est ça. Et voilà. Et donc, c'est un partenaire très difficile à gérer. On ne va pas le juger sur le plan moral, mais on va dire qu'il est dans notre intérêt de le garder dans le giron. Mais c'est trop tard syrien. maintenant, non? Oui, c'est probablement C'est trop tard. C'est-à-dire, l'armée libre, c'est-à-dire on n'a pas de force armée, on n'a rien. Donc maintenant, il y a que les Kurdes, donc voilà, ils sont... Mais c'est ce que nous disons, c'est que si l'instrument militaire est le seul juge de la situation, alors nous ne pouvons rien. Mais à partir du moment où on dit l'instrument militaire a donné tout ce qu'il pouvait donner et accompli tout ce qu'il pouvait accomplir, alors nous entrons aussi en scène. Alors nous, Syriens démocrates, avons notre rôle à jouer. Rien ne nous empêche de dire nous voulons donner aux Kurdes tous leurs droits au sein de l'État syrien. Et de le faire sérieusement, de faire un vrai plan, de dire à quoi va ressembler la décentralisation en Syrie. Si on parle qu'en slogan, on n'ira nulle part avec ça. Oui. Oui. Moi. Oui. Le micro. Il y en a un ici qui nous sert. Merci. Tu marches, essaye. Celui-ci marche en tout cas. Très bien. Ça. Oui, celui-là. Merci Basma. Et je voudrais simplement revenir très rapidement sur le problème Turquie, au nord de la Syrie, avec il y a un désaccord entre les Russes et les Turcs. Aujourd'hui, la Turquie, à mon avis, est une pièce maîtresse pour Poutine. Poutine ne lâchera jamais la Turquie pour deux raisons. Parce qu'ils veulent éloigner par tous les moyens, et la Russie de la Turquie de l'OTAN, d'une part. Et deuxième chose, il y a des intérêts économiques qui sont aussi importants pour Poutine, au moins que sa présence en Syrie. Donc, il fait un accord avec les Turcs. La région d'Idlib ne compte pas tellement aujourd'hui par les Turcs, parce qu'en fait, la frontière nord de la région d'Idlib, qui est Afrin, est tout à fait tenue par la Turquie. Donc, il est tranquille. Ensuite, Manbij aussi, plus ou moins, est pris par la Turquie. Ce qui reste, en fait, le problème au nord de l'Euphrate, nord-est de l'Euphrate. Je pense sincèrement que la Turquie préfère avoir le gouvernement, le régime syrien le long de la frontière qu'avoir des gens de PKK. Ça, c'est certain. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y avait un accord depuis les années 90 entre la Turquie et la Syrie, entre les régimes, que la Syrie s'engage de ne pas laisser le PKK, bien si vous voulez, le YPG, intervenir à travers les frontières nord. C'est tout. Donc, il y a un accord avec un régime syrien qui date depuis au moins 20 ans, et il va activer cet accord-là. Ensuite, je reviens sur le problème iranien. Combien de temps les Iraniens vont tenir en Syrie en sachant que l'économie en fait iranienne est pratiquement divisée par deux depuis 2011, que le revenu par capita en Iran aujourd'hui a baissé de 50% depuis 2011. Est-ce que les Iraniens vont rester tranquilles tout le temps? Ils étaient capables de dégager le chat avant. Et à mon avis, ils sont tout à fait capables, s'ils commencent à sortir dans la rue, de dégager aussi le régime actuel. Parce qu'en fait, le problème majeur de la Syrie, c'est la présence iranienne en Syrie. Si les Iraniens partent en Syrie, les 3/4 des problèmes pour résoudre le problème syrien, ils sont balayés. Hezbollah sera balayé, le régime syrien est plus ou moins incroyablement affaibli par le départ des Iraniens.
Et ensuite, tout le problème, par exemple, la dépossession des biens des Syriens, ou bien par les Iraniens, ou par le contrat qui était signé avec la Syrie, tout ça rentrera en ordre. Si les Iraniens ne sont capables, je crois que les Israéliens aujourd'hui, ils jouent en fait la montre avec les Iraniens. Ils bombardent, et bien sûr, la Russie ne bougera jamais, c'est simplement des paroles et de rhétorique tous les jours, mais ils sont en train de jouer la montre. Et les Iraniens n'ont pas le moyen de continuer en Syrie. Ce n'est pas possible. Voilà. Zaïd, il y a Zaïd, après je passe. Oui. On prend encore trois questions, donc, il y en a un, trois interventions. 2, 3. Et oui, après. Oui. 4, 5, ah, là, ça va faire 6. Hein. Oui. Je fais le compte rapidement. Bon. Il faut arrêter un moment. Voilà. Vas-y. Oui, bonsoir à tous. Question rapide et bref. Ouais. Comme ça, on va bonsoir à tous. Merci Basma de cet exposé intéressant. Alors, moi je pense que si le peuple syrien attend que la contradiction des puissances, des intérêts des puissances qui sont à l'œuvre en Syrie, la Russie, les États-Unis, l'Iran, la Turquie, Israël, etc., si on doit attendre donc que ces contradictions fassent notre bonheur, répondent aux revendications démocratiques du peuple syrien, on pourra attendre longtemps. Là, dès lors, la question des institutions, si on peut parler d'institutions de l'opposition syrienne, se pose. On se demande quel est le rôle, en fait, de ce qu'on appelle l'opposition syrienne. Depuis le début, hein, le Conseil national, la coalition, un peu plus tard, la haute commission aux négociations, etc., etc. Or, on sait que ces différentes institutions n'ont aucune indépendance en matière de décision, etc. Elles dépendent chacune, en fait, elles sont composées de groupes qui chacun dépend d'une puissance régionale ou internationale, etc. Et il y a une absence presque totale de la représentation des intérêts du peuple syrien, de la révolution telle qu'elle a commencé en 2011. Et on sait comment elle a été usurpée par, un an plus tard, par différentes parties régionales et internationales. Et donc, ma question, concerne cette opposition syrienne. Que fait-elle? On sait très bien que la Russie l'a entraînée donc à Astana et à Sochi pour contourner les décisions internationales qui posaient les jalons d'un règlement politique depuis Genève 1, donc en juin 2012, en passant par les différentes résolutions des Nations Unies. Donc pour contourner tout ça, vous avez, en fait, je dis vous parce que je crois, Madame Kodmani, que vous faites partie de la haute commission encore. Voilà, donc vous avez accepté donc d'aller parler au nom du peuple syrien, puisque une certaine reconnaissance internationale donc vous permettez de le faire, et pour toujours dans le sens contraire, en fait, aux intérêts du peuple syrien. Vous avez reçu le message, c'est bon. J'ai compris votre question. Donc, les régions des escalades militaires qui ont abouti à livrer pratiquement plus ou moins sans combat les différentes régions, la Ghouta, Dera, Homs, et puis maintenant on a peur que Idlib connaisse le même sort. Et donc, jusqu'à aboutir au comité constitutionnel. Comme si le problème syrien, la question syrienne se résumait à faire quelques retouches à une constitution sous la botte des Assad. Donc tout ça, ça ressemble vraiment à une mauvaise comédie. Comment peut-on en arriver là? Et quelle est la responsabilité de l'opposition syrienne à vos yeux dans cette descente aux enfers? Voilà. Merci.
Je reste répondre à ça avant de reprendre d'autres questions. Avant de reprendre les autres questions. Oui, moi, enfin, très rapidement, je voudrais juste dire, oui, tout à fait, je vois très bien le scénario de réactivation de l'accord entre la Turquie et le régime pour contenir le PKK et le garder sous contrôle. Sur l'économie iranienne, bien sûr, on sait combien cette affaire de présence en Syrie coûte au régime. Il semble recruter tous les jours un peu plus de nouveaux combattants. Donc tous les débuts de mois, il doit verser des salaires à un nombre incroyable de gens. La seule chose qui m'inquiète profondément, c'est que l'Iran, depuis le début de son intervention en Syrie, ponctionne l'économie et la richesse irakienne. Et que ceci continue. Et que nous n'en voyons pas, nous ne voyons aucun changement malgré les débuts de constitution d'un gouvernement en Irak qui ne soit pas inféodé à l'Iran. Il n'empêche qu'aujourd'hui, les Irakiens ne sont pas en mesure d'arrêter cette ponction iranienne systématique sur leurs richesses. Et c'est comme ça, je crois, que tout l'effort iranien est financé. Aujourd'hui, quand il y a des sanctions contre l'Iran, vous avez tous vu peut-être que les Irakiens sont allés demander aux Américains de les épargner, de faire exception pour l'instant pendant 8 mois. Ils ne savent pas comment faire, ils ne peuvent pas faire en sorte d'appliquer des sanctions contre l'Iran. Donc malheureusement, on a ce robinet irakien qui alimente la stratégie iranienne. Pour ce qui est de l'opposition, je ne vais pas vous répondre par un discours défensif, je vais vous répondre autrement. La première chose, peut-être qu'il faut dire, l'opposition, elle est hétéroclite, elle a toujours été hétéroclite. Il y a des gens qui sont la voix de Moscou, d'autres la voix d'Ankara, les troisièmes la voix du Caire. Et puis, il y a quelques pauvres indépendants qui se baladent dans tout ça en disant « nous, on aurait voulu les choses autrement, mais ça ne peut pas se passer autrement ». Je crois que ce qui est intéressant dans la question syrienne, ça nous ramène à l'histoire de la Syrie, c'est que c'est un pays qui est un élément essentiel, un pivot, hein, c'est un des pays pivots de l'équation régionale. Et à cause de cela, il n'est dans la capacité d'aucun pays de contrôler entièrement ni l'opposition, ni aujourd'hui le régime. Et tous les pays qui aujourd'hui ont des convoitises sur la Syrie, ont un œil sur la Syrie et des ambitions, vont tous contribuer à la négociation, à la solution, à la constitution de la Syrie. Qu'on le veuille ou non, la Syrie a perdu sa souveraineté de manière totale, d'un côté comme de l'autre. Assad est responsable de cette perte de souveraineté, mais malheureusement le peuple syrien n'avait pas sa souveraineté depuis 50 ans sous le régime d'Assad, parce que lui organise le commerce de la souveraineté syrienne par petits morceaux, aux uns, aux autres, et nous sommes des spectateurs de tout cela. On ne peut pas changer cette donnée. C'est une réalité de l'histoire de notre pays, malheureusement. Et c'est reflété aujourd'hui dans l'organisation de l'opposition aussi. Une journaliste russe m'avait envoyé, pas une journaliste, une chercheuse russe, donc pas du tout proche du pouvoir, m'a dit comment comparez-vous l'opposition syrienne, les tentatives de la Russie de contrôler l'opposition syrienne comme il l'a fait pour l'opposition tchétchène. Bon. Eh bien, la réponse est simple, c'est que Poutine ne peut pas contrôler l'opposition syrienne s'il ne s'allie pas avec la Turquie. C'est pour ça que c'est un allié absolument fondamental, la Turquie. S'il n'a pas un échange avec les Égyptiens, qui ont aussi leur mot à dire, mais c'est surtout aujourd'hui la Turquie. La Russie a misé sur la Turquie, a besoin de neutraliser l'action de la Jordanie pour qu'elle ne tienne pas des tribus, des groupes armés, etc. Donc il y a des marchés à conclure, des accords à conclure avec différents pays, et bien sûr les pays du Golfe, c'est fondamental. L'Arabie Saoudite fait partie des acteurs majeurs qui ont soutenu l'opposition syrienne, une partie de l'opposition syrienne. Alors, en Arabie même, on a des factions, ceux qui ont soutenu des radicaux, puis ceux qui ont soutenu des modérés, puis maintenant les laïcs, surtout les laïcs et rien d'autre. Bon, vous avez aussi ces évolutions du comportement des différents pays,
aussi, la Russie ne peut pas contrôler ce que la Turquie ou l'Arabie Saoudite ont comme influence sur l'opposition. Et je crois que ceci reflète vraiment la réalité de notre position stratégique dans la région, qui sera toujours celle-là. Et que la façon pour nous de recouvrer de la souveraineté, c'est de négocier avec chacun de nos voisins, et les grands aussi, mais chacun de nos voisins surtout. Quels sont leurs intérêts légitimes, leurs craintes légitimes vis-à-vis de la Syrie? Ça, on peut négocier. Mais les convoitises sur le contrôle de telle région ou de telle ressource, c'est non. Alors, c'est là où on a besoin de retrouver effectivement une unité pour défendre les intérêts syriens. Mais si on va défendre les intérêts syriens, je vous assure, c'est d'abord et avant tout en négociant avec les voisins pour mettre des limites à leurs ambitions chez nous. Vous avez des intérêts légitimes, soit, vous avez des craintes sécuritaires, c'est légitime, au-delà, c'est non. Mais pour pouvoir dire non, il faut réunifier les Syriens. L'opposition est, disons, camp loyaliste, on ne va pas dire le régime. Mais c'est comme ça qu'on va pouvoir recouvrer un peu de souveraineté. Et ça bouleverse toute notre approche et tous les fondements même de la révolution syrienne. Donc, voyez les questions qui se posent. Nous n'en sommes pas là encore. Nous ne sommes pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a absolument aucun signe de l'autre côté qui nous dise nous sommes Syriens ensemble contre d'autres. On aimerait bien peut-être trouver ça. Alors, on trouverait peut-être des gens convenables, prêts à composer. C'est ça la négociation à Genève, mais la négociation n'a pas lieu. سمير اثنين عم عدهم واحد اثنين ثلاثة أربعة ونوقف. Bonjour, je vais être rapide. Merci pour cette discussion. Je parle fort, non? C'est bon? C'est ça, vastement. Très précisément, au départ, je retourne au départ de votre intervention, sur le plan proposé par l'armée libre pour combattre Al-Nusra. Je m'intéresse à savoir c'était en échange de quoi. On a proposé un plan de combattre Al-Nusra, s'appuyer par n'importe qui est prêt à nous soutenir, à soutenir l'armée libre, mais en échange de quoi? Deuxièmement, sur les quatre, donc plus généralement, sur les 4 temps que vous avez dit, donc le récit, les sanctions qu'il y a à voir avec la construction, les détenus et les Kurdes. Sur ces 4 points, moi en tant que citoyenne, je vois très bien comment le régime s'investit énormément sur ces 4 points. Est-ce que nous, anti-Bachar, est-ce qu'on est conscient de l'importance de ces 4 points et à grande échelle, au lieu de déprimer et de dire voilà, tout est sorti de nos mains, qu'est-ce qu'on fait? Merci. Je prends d'autres questions. D'accord. On va terminer, il y a encore 2 et on termine. Oui. Bonsoir Vincent, bonsoir Farouk. Moi j'ai une question pour faire honneur en économie à 2 volets. Il y a 1 an et demi, je ne sais pas si vous avez les mêmes informations que moi, les puissances, les pays qui aident la zone d'Idlib, c'est-à-dire tous les activistes, tout le travail ont décidé de réduire. Et effectivement, au bout d'un an, ça s'est réduit à pas grand-chose. On est à 20% de ce qui se versait avant. Ça a certainement influencé le résultat de la bataille et ça influencera comment ça fait. Comment vous expliquez cette décision, sachant qu'il s'agit de l'Angleterre, des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de toutes les puissances qui aident notre part. Et ça s'est fait au même moment où les Émirats de l'Arabie Saoudite, je parle d'il y a 1 an, donc avaient augmenté le financement des zones dites forces démocratiques syriennes. Ça c'est un volet de la question. Et l'autre volet, les zones contrôlées par le régime, vous voyez les informations, sont en difficulté économique et financière très grande aujourd'hui. Comment ça peut faire évoluer les choses? Rien ne permet d'espérer que ça va s'améliorer. Comment ça peut influencer les choses? Merci. Une dernière question. Après, on peut continuer pendant Bonsoir. Je veux savoir votre point de vue
qu'est-ce qu'il y a de nouvel? Parce que ça m'intéresse beaucoup à savoir votre point de vue. Sur ce qu'il y a de nouveau? Oui, oui, exactement. Merci. On vient à quoi? Bon. Allez-y. Bon, allez-y. Et on arrête après. Bonjour et merci pour cette exposition. Je n'aurais pas une question, juste une petite remarque amicale. Vous n'avez pas parlé dans votre tableau magnifique un acteur principal et clé de cette question syrienne, c'est les Syriens qui sont encore à l'intérieur. On ne parle pas de ceux qui sont à l'étranger, on parle de la société civile qui est en conflit avec tout le monde. À l'intérieur, avec les grandes puissances, les régionaux, les terroristes, ils font un boulot magnifique, mais on ne parle pas. Sur les récits, j'ai juste une petite information, je suis sûr que vous êtes au courant qu'il y a dans plusieurs villes, il y avait des comités qui ont été créés depuis 2016. Pardon, où ça? Dans plusieurs villes en Syrie, il y a des comités qui ont été créés parmi des activistes essayer de sauver tous les registres d'état civil, les registres des biens. Et moi, je donne l'exemple de Palmyre, on était même obligé à payer à Daesh même une grande somme d'argent pour acheter tous ces documents. Et à mon avis, on a toutes les traces, on ne s'inquiète pas beaucoup. La seule inquiétude, que les achats qui étaient faits par des gens payés par le régime, par exemple à Palmyre, ils ont acheté 40% de la terre confisquée par la loi d'urgence aux Palmyriens, par un certain groupe économique sur la tête d'un certain Hala, j'oublie le nom. Et c'est une inconnue qui tient 40% de la terre confisquée par une loi d'urgence des Palmyriens. Donc c'est ça qui inquiète actuellement, comment on va retourner pour récupérer cette terre. Et deuxièmement, c'est les Iraniens qui ont pris la nationalité syrienne, on parle de 300 000 actuellement, plus c'est l'influence, ce que vous avez signalé, idéologique iranien sur le long terme. Parce que moi j'ai entendu des Iraniens dire que c'est pas important qu'il y ait des gens qui vont vers le chiisme iranien, qui sont bien conscients selon l'important c'est leur enfant. Donc ils ont un programme sur un longue durée, c'est ça qu'il faut combattre. Merci. Merci. Bon. Je te laisse le mot de la fin. C'est bon. Allez-y. Ok. Sana, c'est une question à laquelle je veux répondre très simplement. Il n'y avait pas de contrepartie à ce plan. Aucune contrepartie. Simplement, implicitement, le plan est dans l'intérêt des habitants de Idlib pour se débarrasser de ce qu'ils considéraient comme un cancer, et que si le monde réglait la question syrienne et partait en laissant un Nusra dans cette région, jamais on en viendrait à bout. Hein. Et puis les précédents sont là pour le prouver. Bon. L'objectif était d'éradiquer. Et éradiquer, seuls les gens et la population civile peut, en contribuant activement à une action, elle aussi, elle, militaire bien sûr, peut arriver à bout de ces mouvements. C'est vraiment en les expulsant, en les déracinant des zones où ils se sont installés. Donc c'était vraiment un plan qui était proposé dans ce sens, et vous avez tout à fait raison. La réponse des Russes était « Mais pourquoi vous voulez faire ça? En quoi avez-vous intérêt à faire ça? Nusra, après tout, c'est une force de frappe contre le régime, et vous êtes contre le régime. Et pourquoi vous voulez vous démarquer d'un Nusra et les vaincre et vous affaiblir vous-même » Et la réponse, et ils ne croyaient pas à la réponse. Ils ne croyaient pas à la réponse, sinon que ceux qui, à un moment donné, leur ont dit « Écoutez, quand même, nous, on veut s'en débarrasser parce qu'on considère que c'est un danger pour nous. » Mais il est vrai qu'on vous demande d'éloigner les milices iraniennes des lignes de démarcation, ça c'était fondamental, un certain nombre de kilomètres, les éloigner parce que c'est toxique et ça ne fait qu'alimenter les groupes djihadistes. Donc première chose, l'armée du régime d'accord, mais pas les milices iraniennes. Ça c'était un élément du plan. Et l'autre était, dites-nous quand même que le régime ne va pas venir à la fin nous écraser militairement. Donc il faut que vous vous assuriez tout de même qu'une ligne de cessez-le-feu sera respectée par le régime et qu'ensuite on arrivera à une solution politique. Bon, je pense que ce qui a fait reculer à ce moment-là, les Russes et les Turcs pour des raisons très différentes, mais les Russes en particulier,
c'est mais on va transformer cet acteur que l'on dénonce avec le régime comme terroriste, mêlé au terrorisme. Tout d'un coup, ils vont devenir un acteur au contraire combattant le terrorisme. Alors, on va devoir payer le prix politique. Bon, je pense que c'était leur réticence et non les demandes de ceux qui étaient prêts à mettre en œuvre ce plan. Sur les 4 questions, je ne sais pas si on peut dire autre chose que l'analyse nous conduit à cela. Mais c'est une analyse récente. Sur certains dossiers, oui, on est très mobilisé, on va retrouver l'opposition tout entière ou certains groupes au sein de l'opposition poussant la question des détenus et vraiment la prenant à bras-le-corps, d'autres qui vont s'occuper de la question des Kurdes, oui, certains sont vraiment engagés dans un dialogue sur ce sujet. Malheureusement, il est possible qu'il soit trop tard, en effet. Moi, je crois qu'il n'est pas trop tard. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Et sur les autres dossiers, les sanctions, oui. Alors là, mobilisation sur la question des sanctions. On est déjà dans une préparation, si vous voulez, d'une stratégie qui va miser là-dessus. Parce qu'on voit très bien que si on n'est pas... Et là, ça nécessite de la part non seulement de l'opposition, de la société civile, de tous les groupes, de toute la constellation des groupes d'opposition, ça nécessite une vigilance, une action de lobbying auprès des pays en mesure d'imposer des sanctions, une documentation de ce qui se passe sur le terrain, je dirais, qui est tout aussi importante que l'a été la documentation des violations des droits de l'homme. Aujourd'hui, on a besoin de groupes qui font ça, qui font de l'observation sur le terrain pour rapporter dans les détails. Et certains, comme vous le savez, le font, et récoltent l'information. Et l'idée, c'est d'en tirer le meilleur parti, effectivement, sur un plan plus politique. Bon. Alors, la réduction du soutien à l'armée libre par les pays occidentaux. Ah, l'armée libre, à la population civile. Ah, pardon, d'accord. Population civile. Oui. Toutes les sociétés. Oui, c'est les aussi ONG bête qui étaient actives sur IDEF. Oui, mais c'est aussi stupide que mais ça risque de tomber entre les mains des terroristes, donc on ne veut pas. Et c'est dramatique. Jusqu'à un certain nombre d'agences de coopération et d'acteurs ont tenu bon jusqu'à, je crois, il y a une dizaine de jours. Et puis, je pense aussi c'est lié que d'autres aides de l'ONU qui passent par le régime, donc ces pays-là disent, ben voilà, nous on n'a rien à faire. Pas encore. N'allons pas plus vite que les événements ne vont. Aucun pays n'a décidé encore de passer davantage par le régime pour des aides. Les Européens s'interrogent sur comment faire parvenir leur aide, et notamment dans le Nord, actuellement. La question est posée, ils n'ont pas de réponse. Ils cherchent des... Alors, on leur dit, mais que font les agences internationales? Ah oui, on va parler aux internationaux, on va voir comment ils font. C'est vrai qu'ils sont obligés de passer par des Syriens pour faire parvenir de l'aide, quelle que soit l'agence internationale, que ce soit les Nations Unies ou d'autres. Mais ces Syriens avec lesquels ils travaillent depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils sont fiables, et ils continuent à être fiables. Alors, est-ce qu'ils ont encore les moyens de faire parvenir l'aide? C'est une question que nous devons nous poser en toute honnêteté. Est-ce que les canaux, est-ce que nous sommes en mesure de donner une alternative sûre à n'importe quel pays? À un moment donné, nous avions dit, il y avait des groupes de femmes qui disaient, nous, groupes de femmes, sommes à l'intérieur d'Idlib, nous avons des centres, etc., nous pouvons. Et ils nous disaient, mais dites-nous exactement comment vous allez faire, on va travailler avec vous. Le fait est que la situation n'a fait que se détériorer et tomber aux mains des... Il n'y a pas de réponse civile quand le militaire vous dépasse, quand le militaire va plus vite. Et c'est ça le drame de cette région. Alors je suis tout à fait d'accord, les Américains leur disaient, mais soutenez l'action des civils, des populations civiles, donnez les moyens aux groupes de la société civile de manifester contre Al-Nusra, de tenir bon pour, je sais pas, vous dire des écoles, avant qu'elles deviennent des écoles avec des programmes djihadistes. Et il disait, ah oui, ça nous a beaucoup aidé, les manifestations de la société civile à Idlib contre nous, c'était très très utile. Ah oui, et alors vous allez soutenir? Ah ben non, on ne peut pas. Parce que le Congrès, parce que le Parlement, parce que voilà, chaque pays, c'est aussi élémentaire que ça.
Je sais que jusqu'à il y a 10 jours, il y a 15 jours encore, l'agence de coopération allemande travaillait encore à Idlib directement. Et je pense, il me semble qu'elle vient d'arrêter. Vous avez des programmes sur 5 ans. Tout a été interrompu, tout a été interrompu. Les contrats signés au milieu sont interrompus, en plein milieu, et tant pis pour... voilà. Plus le régime aussi joue son propagande auprès des destinations. Il n'est pas silencieux. Bien entendu, bien entendu. Quoi de nouveau, madame? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quoi de neuf? J'ai essayé de présenter ce qui me paraissait être les nouvelles évolutions. Et mon idée, c'était effectivement de dire, voilà, travaillons sur certains dossiers qui aujourd'hui s'imposent à la communauté internationale pour que la question syrienne ne tombe pas dans l'oubli. Voilà. Merci et pardon pour ceux à qui je n'ai pas répondu complètement. Merci beaucoup. Et donc voilà, il y a plusieurs combats à mener. Et déjà, je crois que celui des détenus, l'histoire des prisonniers en Syrie, est quelque chose de fondamental. Il y a des échanges entre plusieurs organismes en France pour mener une action commune sur ce dossier qui, j'espère, dans les semaines à venir, prendra forme. Sinon, je vous donne rendez-vous le 24 février pour un nouveau dimanche de Surya Horia sur la question de la reconstruction, ses conditions, le jeu international autour de cela. Qu'est-ce qui est possible comme pression sur le pouvoir syrien, officiel, sur le gouvernement syrien en matière de reconstruction. Merci beaucoup et je vous invite à échanger un verre. Juste un mot, pardon, Faro. Concernant la première action que Basma propose concernant le récit, donc sachez que Surya Horia coédite un livre donc, qui est sur la table là-bas, La révolte syrienne des hommes et des lieux. Donc c'est une petite participation de notre association dans l'édition de ce livre qui va dans ce sens-là. Nous espérons aussi participer à d'autres actions. Et l'autre chose concernant l'éducation, comme vous savez, le bazar de Noël tous les ans, pour aider les écoles dans les zones libérées, histoire de les éloigner des écoles djihadistes éventuellement. Donc nous sommes dans ces actions-là avec nos moyens de bord et nous espérons pouvoir continuer. Pour le mois de mars, on peut travailler sur... Vas-y. Bon. Encore un... Et si vous savez qu'on arrive au mois de mars, hein, donc je pense qu'on va, surtout après l'exposé qui a été fait, on va essayer de travailler surtout sur le problème des détenus, de ce qui se passe. Voilà, il faut qu'on travaille au niveau des médias, etc. Merci beaucoup. Attention, attention. Parce que là, c'est très fragile. هلا زياد عم بيعمل البريفاس طيب On essaye.
On va leur poser la question, mais je pense qu'elle va entendre ça. Mais ils sont dans un projet. Ah oui, ils sont dans un projet de si on enlève leur stalinisme, n'est pas du tout basée sur C'est sur la réalité sociale. C'est sur la réalité sociale de cœur. C'est notre crédibilité, absolument. C'est une affirmation qui dirige par vous. Mais c'est qu'est-ce qui s'est passé vraiment en Syrie? Les décideurs, et la question c'est et tu sais les gens c'est tout aujourd'hui. Or je pense que ethnic cleansing des femmes et personne ne proteste alors que tous les Kurdes font ethnic cleansing. Aujourd'hui on a plus d'accord avec les Arabes, les gens protestent mais quand même bon je veux dire il y a des choses à mais ça modifie quand même ça n'a pas oui. Est-ce qu'on a... Je crois que tu avais tout à fait raison. Soyez rassurés parce qu'ils ont été gazés. Est-ce qu'on a des nouvelles de la juge des Nations Unies, Catherine est-ce qu'on a des nouvelles? Je ne sais pas s'il y a des projets actuellement. Je trouve que c'est oui, bien sûr, parce qu'elle avait dit. Merci.